Bonjour à toutes et à tous. Et effectivement, comme Cathy vient de le dire, c'est la dernière conférence de ce cycle orientaliste, exclusivement consacré au Japon, donc parfaitement en lien avec l'année Japon de la médiathèque. Alors, en guise d'amuse-bouche, je vous ai mis un poème que peut-être vous ne connaissez pas, parce qu'il est dû à quelqu'un qu'on ne s'attend pas à voir dans l'écriture poétique, qui est le musicien Camille Saint-Saëns, qui a effectivement publié un recueil de vers qui s'intitule Rimes familières, et il y a un poème qui est consacré au Japon, et je l'ai choisi parce qu'il montre très exactement, il exprime très exactement la relation que la France littéraire et culturelle a eue à l'égard du Japon au cours du 19e siècle. Puisqu'il comprend deux parties. Une première qui est une célébration du Japon, rêve de lac et d'or, c'est le premier hémistiche du premier vers, et s'oppose à ce Japon idéal, à ce Japon entièrement esthétique. Le Japon moderne, et vous voyez, c'est sur la colonne de droite. Ils sont là d'être heureux, il leur faut l'industrie, le labeur écrasant, la machine qui crie, siffle, obscurcit l'azur de ces noires vapeurs, nos costumes sans goût, sans forme, sans couleur. Le Japon entre dans la modernité, ce n'est plus le Japon. Voilà le rapport ambivalent que Camille Saint-Saëns exprime d'une manière tout à fait claire. Et en plus, vous voyez, il est dédié à Judith Gautier, Judith Gautier, la fille de Théophile Gautier, qui est peut-être la plus grande japoniste au XIXe siècle, celle qui a consacré le plus de textes de fiction au Japon, et je vous en ai mis un certain nombre. Alors, petit rappel historique pour contextualiser, ce que je vous ai mis en prologue. Alors ça n'a absolument pas l'ambition de constituer ne serait-ce que l'esquisse du commencement du préambule à une histoire du Japon, mais c'est simplement pour rappeler que le Japon au XIXe siècle existe essentiellement pour l'Occident à partir de l'ère du Meiji, de l'empereur Meiji, qui ouvre le Japon sur le monde extérieur à partir de 1868, parce qu'en japonais on appelle le Meiji Jidai, l'ère du Meiji, et qui fait suite à plusieurs siècles de sakoku, c'est-à-dire de l'isolement du Japon. Alors isolement qui n'est pas total, il y avait quand même des échanges, il y avait du commerce, mais qui était extrêmement limité et tout particulièrement concentré dans le port de Nagasaki. Les commerçants étrangers n'avaient pas tellement le droit d'aller au-delà de Nagasaki. Et cet isolement avait été mis en place par le shogun, les Tokugawa, qui a été la grande dynastie shogun à partir du XVIIe siècle. Je vous rappelle, le shogun, ça n'est pas l'empereur, il y a toujours un empereur, mais la réalité du pouvoir est exercée par le shogun. Et le shogunat a été une période de repli du Japon dans une sorte de vie autarcique qui a duré donc jusqu'au milieu du XIXe siècle. Et c'est ce Japon-là, ce Japon de l'autarcie, de l'ère de l'isolement, sous le shogunat des Tokugawa, qui a été le Japon connu par les quelques voyageurs du XVIIe siècle et du XVIIIe siècle. Et bien entendu, ça donne lieu à tout un fantasme du Japon dans les textes du XVIIe et du XVIIIe, mais il y a très très peu de textes romanesques, de toute façon, qui lui sont consacrés. Alors, avec l'ère du Meiji, le phénomène culturel majeur qui se produit en Occident, et tout particulièrement en France, c'est ce qu'on va appeler le japonisme. Et ce japonisme, le mot apparaît en 1872 seulement, mais la chose existe depuis 20 ou 30 ans auparavant. Bon, pour l'anecdote, c'est un critique d'art qui s'appelait Philippe Burti qui a lancé le mot. Et tous les genres littéraires ont été imprégnés. Alors, pas simplement les genres artistiques, ça, je ne vais pas me lancer dans une description du japonisme dans l'art, particulièrement ici à Vernon et à Giverny.
mais dans les genres littéraires, poésie, fiction, théâtre, et les thèmes et les sujets japonisants vont faire florès. Le premier grand texte dans lequel va apparaître cette esthétisation ou cette idéalisation du Japon, c'est un roman des Goncourt, pas forcément le plus connu, mais qui s'appelle Le Manette Salomon, qui date de 1867, dont je vous ai mis un assez long extrait, qui est à la fois tout à fait caractéristique de l'écriture des Goncourt et qui présente toute une série d'éléments descriptifs de ce qui est la japonaiserie selon les Goncourt, où vous avez le personnage de peintre qui s'appelle Coriolis, qui a des albums aux couvertures bariolées, gaufrées, pointillées au piquet d'or, brochés d'un fil de soie et jetant par cela, s'étendant dessus, couché sur le ventre, dressé sur les deux coudes, des deux mains dans les cheveux. Il regardait en feuilletant ces pages pareilles à des palettes d'ivoire chargées des couleurs de l'Orient, tachées et diaprées, étincelantes de pourpre, d'outre-mer, de vert et de meraude. Je vous laisse lire à loisir cet extrait qui est une véritable glorification esthétique du Japon. Naturellement, les Goncourt ne sont pas les seuls auteurs qui ont utilisé le Japon comme élément ornemental dans leurs ouvrages. Ce n'est pas dû simplement à un effet de mode, cela tient effectivement à cette volonté de représenter un exotisme considéré comme étant particulièrement raffiné. À rebours de Huysmans, en 1884, le héros des Esseintes, bien entendu, va lui aussi céder à cette tentation du japonisme, et notamment lorsque, ayant concocté lui-même un certain nombre d'ouvrages qui sont des anthologies de ses poèmes favoris, a fait faire une minuscule plaquette dont la couverture en feutre du Japon, aussi blanche qu'un lait caillé, était fermée par deux cordons de soie, l'un rose de Chine et l'autre noir. Dissimulée derrière la couverture, la tresse noire rejoignait la tresse rose qui mettait comme un souffle de veloutine, comme un soupçon de phare japonais moderne, comme un adjuvant libertin sur l'antique blancheur, sur la candide carnation du livre, et elle l'enlaçait, nouant en une légère rosette sa couleur sombre à la couleur claire, insinuant un discret avertissement de ce regret, une vague menace de cette tristesse qui succède aux transports éteints et aux surexcitations apaisées des sens. Donc là, vous avez évidemment remarqué l'érotisation qui est à l'œuvre dans ce texte. Érotisation d'autant plus marquée que Huysmans et des Esseintes, son personnage, sont de grands admirateurs de Baudelaire, et que Baudelaire a caractérisé le sexe de la femme comme étant un bijou rose et noir. Voilà pourquoi vous avez deux cordons de soie, l'un rose de Chine et l'autre noir. Il n'est pas jusqu'à la volonté par le héros des Esseintes de faire d'un animal, la tortue, une sorte de bijou japonais ambulant. La pauvre bête va d'ailleurs en mourir, puisqu'il fait glacer d'or la cuirasse de la tortue, et que sur cette carapace de la tortue ainsi dorée, il va faire incruster un certain nombre de bijoux. Il choisit dans une collection japonaise un dessin représentant un essaim de fleurs partant en fusée d'une mince tige. Il l'emporta chez un joaillier, esquissa une bordure qui enfermait ce bouquet dans un cadre ovale, et il fit savoir au lapidaire stupéfié que les feuilles, que les pétales de chacune de ces fleurs seraient exécutés en pierreries et montés dans l'écaille même de la bête. Là, on est vraiment parvenu au point ultime du japonisme comme idéal esthétique, comme cette espèce d'amalgame du vivant et du minéral, de l'animal et du minéral dans À rebours.
Et il n'est pas jusqu'à Maupassant qui, dans Bel Ami, va également utiliser cette référence japonisante lorsque, pour agrémenter sa garçonnière, il y installe de menus bibelots japonais et applique sur les vitres de la fenêtre des images transparentes représentant des bateaux sur des rivières, des vols d'oiseaux à travers des ciels rouges, etc. Peut-être le dernier grand point d'aboutissement de cette mise en texte du japonisme comme élément ornemental et esthétique se trouve chez Proust, Du côté de chez Swann, paru en 1913, où Odette de Crécy a agrémenté son appartement d'éléments japonisants, comme une grande lanterne japonaise suspendue à une cordelette de soie, et surtout avec les chrysanthèmes. On rappellera ici que le chrysanthème est la fleur nationale, la fleur emblématique du Japon, et qu'en cette fin de 19e et en ce début du 20e siècle, le chrysanthème n'est pas du tout associé à la mort. Cette bascule en quelque sorte symbolique et idéologique du chrysanthème se produira plus tard, tout simplement parce que le chrysanthème est une fleur tardive et dont la floraison a lieu pendant l'époque de la Toussaint, et donc c'est une fleur tout à fait adaptée au fleurissement des tombes. Mais ce n'est pas encore le cas à l'époque. Le chrysanthème, dans sa luxuriance, dans la gamme de ses couleurs, est évidemment un élément décoratif tout à fait important, aussi bien en tant que fleur dans les maisons que dans les tapisseries, dans les tissus d'ornement et dans les vêtements, et particulièrement les déshabillés féminins. Et donc il y a cette caisse rectangulaire où fleurissait, comme dans une serre, une rangée de ces gros chrysanthèmes encore rares à cette époque, mais bien éloignés cependant de ceux que les horticulteurs réussirent plus tard à obtenir. Swann était agacé par la mode qui depuis l'année dernière se portait sur eux, mais il avait eu plaisir cette fois à voir la pénombre de la pièce zébrée de rose, d'oranger et de blanc par les rayons odorants de ces astres éphémères qui s'allument dans les jours gris. Et on verra plus tard À la recherche du temps perdu, dans le deuxième volume, À l'ombre des jeunes filles en fleurs, que Odette Swann a de magnifiques peignoirs décorés de chrysanthèmes lorsqu'elle reçoit Swann. Donc cette esthétisation japonisante va s'accompagner, bien entendu, et nous l'avons vu déjà avec Huysmans de manière assez explicite, de manière plus discrète, avec le fait que le Japon est associé à Odette de Crécy chez Proust. Il va y avoir évidemment une érotisation de cette esthétique japonisante, qui remonte assez loin, puisque dès 1734, Crébillon-Fils a écrit un roman libertin intitulé Tanzai Néardane, Histoire japonaise, dont en réalité, qui n'a rien, dont l'aspect japonisant a pratiquement absent, puisqu'il n'y a de japonais véritablement que le titre. Mais l'imaginaire érotique va se cristalliser au XIXe siècle sur les figures de la geisha et de la musume, présentés comme les types privilégiés de la femme japonaise. Et la poésie fin de siècle s'empare d'ailleurs de cette idéalisation, et je vous ai mis un poème tiré du Jardin des rêves de Laurent Taillade, intitulé Aquarelle japonaise, que je vous laisserai lire à loisir. Laurent Taillade est un peu oublié aujourd'hui, mais c'est un écrivain tout à fait intéressant, qui est lié à la fois au décadentisme et au symbolisme, mais qui en plus était un poète anarchiste. Il a d'ailleurs été victime d'un attentat anarchiste, je crois que c'était la bombe du restaurant Véry, où il a perdu un œil, parce que il ne savait pas que ses amis anarchistes allaient faire sauter le café lorsqu'il s'y trouvait. Et c'est le premier grand mythe de la femme japonaise au XIXe siècle, c'est le mythe de la musume,
Et le mot mérite qu'on s'attarde un peu sur lui, puisqu'il a pris plus tard une signification vulgaire. Il va désigner une fille facile, on la trouve notamment dans les romans policiers, dans le roman noir, c'est un mot qui circule dans l'argot. Et le mot, au départ, traduit le mot japonais musume, qui signifie fille, mais au sens de la filiation. Et Loti l'a introduit en 1887 dans Madame Chrysanthème, et je le cite, Musume est un mot qui signifie jeune fille ou très jeune femme. C'est un des plus jolis mots de la langue nippone. Il semble qu'il y ait dans ce mot de la moue, de la petite moue gentille et drôle comme elles en font, et surtout de la frimousse chiffonnée comme est la leur. Je l'emploierai souvent, n'en connaissant aucun en français qui le vaille. Alors on remarquera évidemment ici que nous sommes dans une francisation du mot et dans une sorte de fantasmatique française qui n'a pas grand-chose à voir avec la réalité. Et c'est le jeu phonétique sur mousme, frimousse, qui est évidemment ici tout à fait intéressant. Alors, c'est évidemment l'occasion de parler de Madame Chrysanthème, peut-être le roman japonisant ou japoniste le plus célèbre de la littérature du XIXe siècle, dont la dimension est très fortement autobiographique, puisque l'officier de marine, Pierre Loti, arrive à Nagasaki en 1885 et un de ses buts de voyage, c'est d'épouser une japonaise. Et la loi japonaise permet les mariages temporaires entre des japonaises et des étrangers. Et lorsque l'étranger s'en va, le mariage est dissous de facto et de jure, et ce qui n'empêche absolument pas la japonaise qui a été mariée à un occidental de convoler en juste noces avec un japonais. Donc on utilise cette caractéristique de la loi japonaise. On voyait très bien qu'elle est au fond très héritée de l'ère de l'isolement. Pas de métissage inopportun. Et donc il suffit que les parents donnent leur consentement, parfois contre monnaie sonnante et trébuchante, et c'est enregistré de manière très officielle et c'est déclaré à la police locale. Alors, il dure le temps du séjour du séjour de Pierre Loti, et ça pourra offrir à la jeune femme un autre destin. Et donc, dans le roman, elle s'appelle Kiku-san, donc chrysanthème. San, vous savez que c'est une formule de politesse. Lorsqu'on salue quelqu'un en japonais, il y a le nom d'abord et on fait suivre de san. Qui n'est pas sexué, c'est-à-dire c'est aussi bien monsieur ou madame. Donc cette petite chrysanthème comme silhouette, tout le monde a vu cela, et là vous avez une première description de la manière dont Loti regarde la femme japonaise. Quiconque a regardé une de ses peintures sur porcelaine ou sur soie, qui encombre nos bazars à présent, sait par cœur cette jolie coiffure apprêtée, cette taille toujours penchée en avant pour esquisser quelques nouvelles révérences gracieuses, cette ceinture nouée derrière en un pouf énorme, donc c'est le hobby autour de la ceinture du kimono, ces manches larges et retombantes, cette robe collant un peu au bas des jambes avec petite traîne en biais formant queue de lézard. Mais sa figure, non, tout le monde ne l'a pas vue, c'est quelque chose d'assez à part. D'ailleurs, ce type de femme que les Japonais peignent de préférence sur leur potiche est presque exceptionnel dans leur pays. On ne trouve guère que dans la classe noble ces personnes à grand visage pâle, peint en rose tendre, ayant un long cou bête et un air de cigogne. Alors vous voyez que l'admiration de Loti et la séduction érotique de la femme japonaise doit être légèrement nuancée. Ce type distingué qu'avait Mademoiselle Jasmin, je le reconnais, est rare, surtout à Nagasaki. Vous lirez la suite, et vous voyez qu'il va en fait faire un portrait des poupées nippones. Donc il y a quand même un peu de misogynie, reconnaissons-le, pour ne pas dire une pointe de racisme sous la plume de Pierre Loti. Et donc, il va donc se convoler en juste noces avec cette Madame Chrysanthème qui, dernière phrase, je l'ai prise pour me distraire
et j'aimerais mieux lui voir une de ces insignifiantes petites figures sans souci, comme en ont les autres. Évidemment, si elle s'individualise un peu trop, si elle montre un peu trop des sentiments, etc., ça ne correspond pas au rêve de Pierre Loti. Donc voilà pour la mousmé. La geisha, encore aujourd'hui objet de fantasmes occidentaux, totalement à côté de la plaque, quand on sait ce que sont vraiment les geishas. Les geishas ne sont pas des prostituées. Les geishas, ce sont des femmes extraordinairement cultivées, dont l'apprentissage est très long, et très complet. La danse, le chant, la musique, la poésie, etc. Et une soirée avec une geisha n'est absolument pas une soirée de prostitution, c'est une soirée culturelle qui coûte extrêmement cher. Donc, la geisha la plus célèbre du 19e siècle, c'est Madame Butterfly, Cho-Cho-san, qui est un opéra donc, de 1904. Et naturellement, dans Madame Chrysanthème, Pierre Loti va se trouver dans une maison où dansent des geishas. Oh, le spectacle singulier. Évidemment, de jeunes élégants de Nagasaki en train de faire la grande fête clandestine. Dans un appartement aussi nu que le mien, ils sont là une douzaine assis en rond par terre, longue robe en conto bleu à manches pagode, longs cheveux gras et plats surmontés d'un chapeau européen de forme melon. Eh bien, tout ça, c'est le Meiji importe énormément de mode occidentale. Figure niaise, jaune, épuisée, exsangue. À terre, une quantité de petits réchauds, de petites pipes, de petits plateaux de lac, de petites théières, de petites tasses, tous les accessoires et tous les restes d'une orgie japonaise, mais pas une orgie, ressemblant à une dînette d'enfants. Et au milieu du cercle de ces dandys, trois femmes très parées, autant dire trois visions étranges, robes de couleur pâle et sans nom, brodées de chimères d'or, grands chignons arrangés avec un art inconnu, piqués d'épingles et de fleurs. Deux sont assises et me tournent le dos, l'une tenant la guitare, bon, c'est pas vraiment une guitare, c'est le shamisen, vous savez, ça ressemble plutôt à une très très longue mandoline, et ça se joue avec avec un plectre, pas du tout avec les doigts. Et c'est une musique très très particulière que vous connaissez sans doute. L'une tenant la guitare, l'autre celle qui chante de cette voix si douce. Elles sont exquises de pose, de costumes, de cheveux, de nuque, de tout. Ainsi vu furtivement par derrière, et je tremble qu'un mouvement ne me montre leur visage qui sans doute me désenchantera. La troisième est debout et danse devant cet aéropage d'imbéciles, devant ses chapeaux melons et ses cheveux plats. Oh, quelle épouvante quand elle se retourne. Elle porte sur la figure un masque horrible, contracté, blême, d'un spectre ou d'un vampire. Le masque se détache et tombe. Elle est un amour de petite fée, pouvant bien avoir 12 ou 15 ans, svelte, déjà coquette, déjà femme, vêtue d'une longue robe de crépon bleu, nuit, ombrée, avec une broderie représentant des chauves-souris grises, des chauves-souris noires, des chauves-souris d'or. Donc, si elle est vraiment si jeune que ça, c'est pas vraiment une geisha, c'est une maiko. Les maiko sont les apprentis geisha. Et vous voyez la suite. Ces trois petites femmes assises en bas de la page, gracieuses, mignardes, avec leurs yeux bridés, leurs beaux chignons en coque large, lisses et comme vernis, et ce petit service par terre, et ce paysage entrevu par la véranda, cette pagode perchée dans les nuages, et cette préciosité qui est partout, même dans les choses. C'est si bien cela aussi, cette voix mélancolique de femme qui continue de se faire entendre derrière la cloison de papier. C'est ainsi, évidemment, qu'elles devaient chanter, ces musiciennes que j'avais vues jadis peintes en couleurs bizarres sur papier de riz et fermant à demi leurs petits yeux vagues. Bien. Alors, troisième catégorie qui va également fasciner, donc non plus la mousmé, non plus la geisha, mais la courtisane japonaise, dont Judith Gauthier va faire un portrait tout à fait extraordinaire dans un de ses ouvrages intitulé « Les princesses d'amour, courtisanes japonaises » qui date de 1900. Et donc, il va y avoir la description de la princesse Anadori qui représente le modèle de la courtisane. C'est une déesse, la perfection même, un miracle.
sans parler de son chant, de sa danse, de son savoir accompli en tous les arts, qui la mettrait déjà au premier rang des femmes, même si elle était privée d'autres charmes. Je vous décrirai seulement sa personne. L'ovale de son visage est pur et allongé, tout à fait semblable pour la forme à une moitié de pastèque. Ses cheveux, noirs comme la laque de Kyoto, dessinent sur son front, en le cachant à demi, le sommet neigeux du Fujiyama, vous avez reconnu le Fujiyama. Mais la neige paraîtrait sale à côté de son teint. Ses yeux sont frais et brillants comme les belles du matin mouillées par la pluie. Son nez est droit et noble, sa bouche désireuse, rouge comme la fleur de botane. Ses dents ressemblent à des perles de jade. Ses sourcils ont la forme du croissant nouveau. Elle a les reins souples comme du bois de saule, les doigts fins comme les petits poissons nommés sirao. Ses bras sont aussi blancs que la pulpe des navets. Comparaison qu'on ferait peu en français. Enfin, toute sa personne fait honte à la lune. Debout, elle est comme le prunier Kaido, assise comme une touffe de pivoine. Voilà le portrait idéal de la grande courtisane japonaise qui représente, en quelque sorte, le summum d'une féminité, non pas uniquement érotique, mais tout simplement esthétique. Et alors évidemment, après toutes ces célébrations, eh bien, certains auteurs vont utiliser la japonaise dans un contexte peut-être un petit peu plus viril. Et évidemment, Apollinaire, vous savez que Apollinaire n'est pas que le poète d'alcool, Apollinaire n'est pas que le poète de calligramme, Apollinaire est également l'auteur d'ouvrages érotiques, voire franchement pornographiques. Et le plus célèbre, sans doute, c'est les 11 000 verges, de 1907, évidemment, jeu de mots sur le martyre des 11 000 vierges. Et donc, dans l'intrigue de ce roman, je vous ai mis un tout petit résumé. Donc, vous avez 3 personnages principaux qui se rencontrent dans un décor japonais. Une qui s'appelle Culculine dans Cône, je passe. Le prince Moni Vibescu, à son ami Alexine Manchetou, je passe aussi. Et ils se sont rencontrés dans un boudoir garni, décoré d'estampes obscènes. Et puis bon, après avoir fait toute une série de choses plus affriolantes les unes que les autres dans le dit boudoir, on décide de partir en Extrême-Orient. Mais nous sommes à l'époque de la guerre russo-japonaise, donc en fait on ne va pas au Japon, on va à Port-Arthur, donc sur la côte asiatique. Là, eh bien, on va aller dans un bordel qui s'appelle le Samouraï Joyeux. L'agréable nom du lupanar à la mode pendant le siège de Port-Arthur, tenu par 2 hommes, 2 anciens poètes symbolistes, qui s'étant épousés par amour, donc c'est un couple mâle, et étaient venus cacher leur bonheur en Extrême-Orient. Ils exerçaient le métier lucratif de tenancier de bordel et s'en trouvaient bien. Donc les personnages rentrent, discutent, etc. Et l'un d'entre eux, où sont les Japonaises ? Ah, c'est 50 roubles de plus, déclara la sous-maîtresse en retroussant ses fortes moustaches. Parce qu'évidemment, l'un est le tenancier, la tenancière, l'autre est la sous-maîtresse. Vous comprenez, c'est l'ennemi. Donc Moni Vibescu paya, et on fit entrer une vingtaine de moussemets dans leur costume national. Là, vous voyez la preuve du changement de sens du mot moussemet, qui est passé de la jeune fille, la très jeune femme, à la prostituée. Le prince en choisit une qui était charmante. La moussemée qui répondait au nom délicat de Kiryemu, c'est-à-dire bouton de fleurs du néflier du Japon, était petite mais très bien faite. Alors, vous avez admiré la chute de la description. Je suis désolé, mais il faut bien que je cite les textes. Son corps était jaune comme une pêche, ses seins petits et pointus étaient durs comme des balles de tennis. Les poils de son con étaient réunis en une petite touffe fraîche et noire, on eût dit d'un pinceau mouillé. Donc vous voyez, là, vous avez la réunion de la description vulgaire de la femme et de l'estampe japonaise par poils interposés. Et donc elle raconte sa vie, c'est très fréquent dans le roman du XIXe siècle, la prostituée qui raconte sa vie aux clients, déjà chez Balzac, notamment dans La peau de chagrin. Notre troupe allait de ville en ville, et cette nature admirable où j'ai grandi me se représente toujours en ma mémoire dans les moments d'abandon amoureux. Je grimpais dans les matsus, ces conifères géants, j'allais voir se baigner dans les rivières les beaux samouraïs nus, dont la mantule énorme, mantule, je passe, c'est le mot latin, mentula, qui veut dire le sexe masculin,
n'avaient aucune signification pour moi à cette époque, et je riais avec les servantes jolies et hilares qui venaient les essuyer. Oh, faire l'amour dans mon pays toujours fleuri, aimer un lutteur trapu sous des cerisiers roses et descendre des collines en s'embrassant. Donc voilà le point d'aboutissement de la célébration érotique de la figure féminine japonaise. J'en avais d'autres, mais peut-être un peu plus lestes, alors je les ai laissés de côté. Alors maintenant, après avoir vu un peu le japonisme en littérature, après avoir vu le traitement de la figure féminine, quels sont les principaux auteurs qui ont consacré une part nullement négligeable, voire très importante, de leur production au Japon. Et la première d'entre elles, que je citais tout à l'heure, c'est Judith Gautier, puisque Judith Gautier, dès 1885, s'intéresse au Japon, et elle va, je crois ne pas me tromper en disant qu'elle apprend le japonais, et elle va traduire des poèmes, donc les poèmes de la libellule, en 1885. Elle écrit une pièce de théâtre, La Marchande de sourire. Donc la Marchande de sourire, c'est l'expression euphémique japonaise pour la courtisane, qui a été jouée en 1888. Et elle écrit toute une série de romans, donc L'Usurpateur, La Sœur du Soleil, Les Princesses d'amour, Le Paravent de soie et d'or, et un certain nombre d'histoires qui sont dans un recueil de contes et nouvelles intitulé Fleurs d'Orient, que j'avais cité à propos d'autres pays, d'autres aires culturelles dans mes conférences précédentes, et des ouvrages sur le Japon, dont Le Japon, merveilleuse histoire. Vous voyez, une très très forte production en l'espace de presque une trentaine d'années. Alors je vous ai choisi tout d'abord un passage de L'Usurpateur avec une description de forteresse, de princes japonais. Sur le rivage de l'océan Pacifique, au fait d'une colline rocheuse, s'élève la forteresse des princes d'Ovari. Ses murailles percées de meurtrières se déploient en suivant les sinuosités du terrain. Elles sont masquées çà et là par des groupes d'arbres et des buissons, dont la fraîche verdure contraste heureusement avec les parois déchirées des roches couleur de rouille. De loin en loin se dresse une tour carrée dont la base s'élargit comme le pied d'une pyramide. Un toit au bord relevé la recouvre. Effectivement, ça ressemble tout à fait à ces châteaux forts, les châteaux forts japonais de forme ancestrale. Du sommet de la forteresse, la vue est admirable. Une petite baie s'arrondit jusqu'au pied de la colline et offre un abri sûr aux jonques et aux barques qui fendent en tous sens l'eau limpide plus loin. Les flots bleus de l'océan Pacifique se déroulent et tracent à l'horizon une ligne rigide d'un azur plus sombre. Du côté de la terre, les premières ondulations d'une chaîne de montagnes bossellent le sol. Des rochers que la mousse veloute, le parsème et les hautes collines par place sont cultivés jusqu'à leur fête. D'un mont à l'autre, une vallée se creuse, laissant voir un village tapi à l'ombre d'un petit bois, près d'un ruisseau, puis au fond, de nouvelles collines ferment la vallée. Donc vous voyez, il s'agit tout simplement, par la description écrite, de donner l'équivalent d'une estampe japonaise, d'un paysage japonais type. Et après, vous allez avoir l'enfant du maître du château qui s'entraîne tout simplement à la guerre, avec un sabre, et donc qui prend des leçons de sabre. Je vous laisse lire la description par la suite, et où effectivement il fait preuve d'un courage, d'une fermeté digne de son père, ce qui fait qu'il sera brave et intrépide comme son père, dit l'une des femmes qui regarde cette leçon d'escrime japonaise. Et vous voyez la fin, donc l'instructeur fit alors énumérer à son élève les événements qui obligent un homme de noble race à s'ouvrir le ventre. Avoir encouru la disgrâce du shogun, et orthographié ici le shogun, ou reçu de lui une réprimande en public, s'être déshonoré, s'être vengé d'une insulte par l'assassinat, avoir volontairement ou non laissé échapper des prisonniers confiés à votre garde, et 1000 autres cas délicats. Là, si vous vous souvenez des films de Kurosawa et autres, les films de samouraï, vous voyez effectivement qu'on ne plaisante pas avec le code d'honneur samouraï et avec l'obéissance au maître, et supérieurement encore,
au shogun, et on commet, alors évidemment, harakiri ne veut pas du tout dire ça en japonais, hein. Le mot japonais c'est seppuku. Hein, quand vous vous ouvrez le ventre, c'est seppuku, c'est pas du tout harakiri. Harakiri, c'est la leçon c'est l'escrime, c'est lié à l'art de l'escrime. Hein, tandis que seppuku, c'est l'autopunition, hein, que vous vous infligez. Et non pas avec le sabre long, c'est les samouraïs ont deux sabres, un long et un court, hein, donc c'est avec le court que vous vous étripez joyeusement. Autre texte de Judith Gauthier, Les 16 ans de la princesse, dans Fleurs d'Orient, de 1893, où là vous allez avoir encore une description, hein, des kimonos japonais, hein, plusieurs belles robes ouatées d'un duvet de soie superposent et croisent leurs collets de différentes couleurs sur la poitrine du daimyo, et l'on voit, alors ça donc c'est un kimono masculin, hein, le daimyo c'est le seigneur local, hein, dans le système féodal japonais, vous avez donc des fiefs, hein, qui sont gouvernés par un daimyo, hein, qui est directement sous l'autorité du shogun. Et l'on voit près de l'épaule, brodée en or sur la manche, une espèce d'étoile formée de 5 boules en entourant une 6e. C'est là le blason bien connu de la très illustre famille de Kanga, qui n'a d'égal en puissance dans toutes les îles du Japon que celle de Sendai et de Satsuma, etc., etc. Vous lirez la suite. Et après, vous allez avoir la description d'une femme, donc avec le kimono féminin cette fois. Hein, donc c'est en haut de la page 9. Hein. Fiaki, c'est-à-dire rayon de soleil, dans une salle bien close de son palais particulier, était assise sur les nattes blanches du sol, et les plis de ses magnifiques robes à traînes immenses étaient disposés symétriquement autour d'elle, en éventail, en flots, en collines. Il y avait toutes sortes de tissus, de diverses nuances, très douces, mais l'étoffe la plus abondante était de satin couleur ciel d'été, avec de fines broderies noires, figurant des toiles d'araignée dans lesquelles s'étaient pris des pétales de fleurs. Le visage de la jeune fille était blanc comme de la crème, sa petite bouche un peu épaisse, avivée de fard, s'entrouvrait en découvrant 2 rangs de grains de riz. Elle avait les sourcils rasés et remplacés par 2 petites taches noires faites au pinceau et placées très haut sur le front. Hein, donc si vous vous souvenez des films japonais, hein, qui parlent de la tradition des femmes japonaises, hein, c'est exactement ça. Hein. On rase les sourcils et on met un point noir. Petite tache noire, plus exactement. Suivant la mode des princesses, ses longs cheveux dénoués ruisselaient sur son dos, se perdant dans les plis des robes. Les filles d'honneur formaient un demi-cercle autour de leur maîtresse, et en face d'elle, de l'autre côté d'une légère balustrade sculptée, une danseuse en robe longue, dont les manches flottaient, imitant des ailes, coiffée d'un étrange bonnet d'or posé au sommet de la tête, dansait lentement en agitant un éventail. Un orchestre de musiciens l'accompagnait, jouant du koto. Alors en fait c'est le koto, c'est pas goto, c'est koto, du biwa, de 3 espèces de flûtes, du tambour et du tambourin, etc., etc. Donc là encore une scène, hein, considérée comme étant d'une certaine façon un véritable condensé, hein, de japonaiserie, sous la plume de Judith Gauthier, le Japon traditionnel rassemblé, hein, en une scène typique et esthétiquement idéale. La petite question pratique, je m'adresse essentiellement aux dames. Savez-vous comment on faisait pour laver les kimonos, qui sont quand même des robes d'une extraordinaire amplitude, de différents tissus? Eh bien, c'est très simple, on les décousait. On décousait chaque pièce du kimono, que l'on lavait individuellement, et ensuite on recousait le kimono. Hein, il y avait un art tout à fait spécifique de la couture des pièces de kimono. Petit détail, pour votre... pas dans la machine à laver, hein, jamais. Mais, et donc ça vous explique le prix de la chose aussi. Hein. Autre texte de Judith Gauthier, dans Le Paravent de soie et d'or, donc l'impératrice Zingu, donc la description d'une impératrice guerrière cette fois. Alors là, évidemment, vous êtes dans un autre mythe du Japon, hein, qui est la force guerrière, l'énergie guerrière, qui n'est pas que masculine. Hein. Il y a aussi des femmes fortes dans la tradition japonaise, hein, au fond l'équivalent féminin des samouraïs.
Elle saisit alors une hache d'armes et monte sur la plus belle des jonques. De là à tous, l'impératrice guerrière apparaît comme sur un piédestal. Elle a revêtu l'armure de cornes noires dont les lamelles jointes par des points de soie pourpre retombent plus bas que les genoux sur l'ample pantalon de brocart blanc à dessins nuageux serré à la cheville. Elle a des épaulières de velours noir et d'énormes manches très majestueuses qui, descendant jusqu'à terre, forment comme un manteau. Elles sont faites d'une étoffe semée de fleurettes d'or disposées en losanges et la doublure est de satin uni. Un chrysanthème d'or ciselé brille sur le devant de l'armure. La haute coiffure conique est retenue par une ganse de soie nouée sur le menton. La hache d'armes est passée à la ceinture à côté des 2 sabres et la guerrière s'appuie sur une canne d'ivoire et d'or longue comme une pique. On n'oublie pas l'élégance quand on va à la guerre. L'art de la guerre japonais, c'est également un art de l'apparence. Donc voilà pour Judith Gautier, certainement l'auteur le plus prolifique au XIXe siècle, totalement fasciné par le Japon. Mais, vous l'avez remarqué, pas par le Japon moderne, pas par le Japon industrialisé, pas par le Japon entré dans l'ère du Meiji, le Japon d'avant. Pierre Loti, dont on a déjà parlé, et donc on a parlé un peu de Madame Chrysanthème. Alors il y a une suite, il y a une page oubliée de Madame Chrysanthème, et puis la 3e jeunesse de Madame Prune. Ils sont donc les 3 grands textes que Loti a consacrés de manière fictive au Japon à partir de son expérience autobiographique. Alors il y a également des impressions de voyage, et puis il y a également un ouvrage qui s'intitule « Les femmes japonaises » qui, au fond, va encore plus loin dans cette espèce de rapport ambivalent aux femmes japonaises que vous avez déjà vu dans Madame Chrysanthème. Alors ici, ce que j'ai choisi dans Madame Chrysanthème, c'est l'arrivée de Pierre Loti au Japon. Il est à la proue de son navire, et il regarde l'entrée dans la baie de Nagasaki. Et ça va être un éblouissement. Autrement dit, la première impression du Japon, c'est la beauté spectaculaire du lieu dans lequel il entre. C'est ce que vous avez en gras. Au bout de cette baie longue et étrange, il devait y avoir Nagasaki, qu'on ne voyait pas encore. Tout était admirablement vert, la grande brise du large, brusquement tombée, avait fait place au calme. L'air, devenu très chaud, se remplissait de parfums de fleurs. Et dans cette vallée, il se faisait une étonnante musique de cigales. Elle se répondait d'une rive à l'autre. Toutes ces montagnes résonnaient de leurs bruissements innombrables. Tout ce pays rendait comme une incessante vibration de cristal. Nous frôlions au passage des peuplades de grandes jonques qui glissaient tout doucement, poussées par des brises imperceptibles. Sur l'eau à peine froissée, on ne les entendait pas marcher. Leurs voiles blanches, tendues sur des vergues horizontales, retombaient mollement, drapées à 1000 plis comme des stores. Leurs poupes compliquées se relevaient en châteaux comme celles des nefs du Moyen-Âge. Au milieu du vert intense de ces murailles de montagne, elles avaient une blancheur neigeuse. Quel pays de verdure et d'ombre, ce Japon, quel Éden inattendu. Dehors, en pleine mer, il devait faire encore jour, etc. Donc, vous voyez, on entre au paradis. Donc, peut-être ce qui est le dernier paradis sur Terre, la baie de Nagasaki. Et puis, très vite, c'est le désenchantement. Pourquoi? Parce que, lorsque le bateau a mouillé dans la rade de Nagasaki, eh bien, il y a toute une série de petites barques qui arrivent pour vendre de la pacotille aux marins du bateau. Autrement dit, ce Japon idyllique est devenu un Japon purement commercial, envahi par un Japon mercantile, empressé, comique, qui nous arrivait à pleine barque, à pleine jonque, comme une marée montante, des bons hommes et des bonnes femmes entrant en longue file ininterrompue, sans cri, sans contestation, sans bruit, chacun avec une révérence si souriante qu'on n'osait pas se fâcher, et qu'à la fin, par effet réflexe, on souriait soi-même, on saluait aussi.
Sur leur dos, ils apportaient tous de petits paniers, des petites caisses, des récipients de toutes les formes, inventés de la manière la plus ingénieuse pour s'emboîter, pour se contenir les uns les autres, et puis se multiplier jusqu'à l'encombrement, jusqu'à l'infini. Il en sortait des choses inattendues, inimaginables, des paravents, des souliers, du savon, des lanternes, des boutons de manchette, des cigales en vie, chantant dans de petites cages, de la bijouterie, des souris blanches apprivoisées, sachant faire tourner des petits moulins en carton, des photographies obscènes. Alors on est bien rentré dans la modernité. Hein. Des soupes et des ragoûts dans des écuelles, tout chauds, tout prêts à être servis par portions à l'équipage, et des porcelaines, des légions de potiches, de théières, de tasses, de petits pots et d'assiettes. On a tour de main tout cela déballé, étalé par terre, avec une prestesse prodigieuse et un certain art d'arrangement. Chaque vendeur accroupi à la singe, les mains touchant les pieds derrière son bibelot, et toujours souriant, toujours cassé en deux par les gracieuses révérences. Et le pont du navire, sous cet amas de choses multicolores, ressemblant tout à coup à un immense bazar. Et les matelots, très amusés, très enguettés, piétinant dans l'état, prenant le menton des marchands, achetant de tout, semant à plaisir leurs piastres blanches. Mais mon Dieu, que tout ce monde était laid, mesquin, grotesque. Étant donné mes projets de mariage, j'en devenais très rêveur, très désenchanté. Donc voilà ce début de Madame Chrysanthème en double part. Hein. Le paradis et la médiocrité commerçante, marchande, matérielle d'un monde moderne qui est en train véritablement de prendre le dessus. Alors, est-ce que tout est perdu? Est-ce qu'il ne reste pas encore quelques poches protégées, quelques espaces préservés? Vous avez ça dans la 3e jeunesse de Madame Prune, le retour à Nagasaki. Et donc là, il va aller dans une maison de thé, qu'il orthographie curieusement avec des traits d'union. Dans des maisons de thé, la seule qui sont très élégantes et très fermées, qui n'admettent que de purs japonais et quelques étrangers de marque, celle-là seule en gardait la tradition, minutieuse propreté d'angle, grande salle où il n'y a rien, raffinement extrême, dans l'absolue simplicité. Hein, c'est comme aujourd'hui, quand dans les organisations de tourisme au Japon, vous avez toujours une étape dans une maison de thé, hein, présentée comme étant parfaitement conforme à la tradition des maisons de thé depuis plusieurs siècles. Mais toutes les autres, ouvertes à qui veut entrer, sont devenues sales et empestent l'absinthe. On y admet sans se déchausser, en gros souliers boueux, plus de nattes immaculées par terre, plus de coussins pour s'asseoir, des chaises et des tables de cabaret. Autrement dit, la maison de thé est devenue un abominable capulot. Sous les étagères, au lieu des gentilles porcelaines pour dinettes de poupées, aujourd'hui des aliments de bouteilles, du whisky, du brandy, du pale ale, tous les poisons d'Angleterre et d'Amérique déversés chaque jour à plein paquebot sur le vieil empire du soleil levant. Donc, pour retrouver le Japon, il faut essayer d'aller dans les maisons de thé traditionnelles, quand il y en a, à condition d'être un étranger de marque, bien entendu. Et pourtant, conclut Pierre Loti, le Japon existe encore. À certaines heures, dans certains lieux, on le retrouve si intact et si japonais qu'il semble n'avoir subi qu'une atteinte superficielle. Cette grande baie singulière où nous sommes, entre ces hautes montagnes aux dentelures excessives, ne cesse point d'être un réceptacle d'inépuisables étrangetés. Nagasaki, malgré ses lampes électriques et la fumée de ses usines, est encore, au fond, une ville très lointaine, séparée de nous par des milliers de lieues, par des temps et des âges. Autrement dit, on peut retrouver du vrai Japon, en quelque sorte. Vous pourrez lire la suite. Jules Verne. Il est bien évident que Jules Verne, dans les pérégrinations de ses héros, dans cet inventaire du monde contemporain auquel il se livre dans ses voyages extraordinaires, en passe par le Japon. Et vous trouvez dans Le Tour du monde en 80 jours, où une des étapes obligées va être évidemment le Japon. Alors cette fois, ça n'est plus le port de Nagasaki, c'est le port de Yokohama. Le port de Yokohama qui va devenir le principal port de commerce japonais à la fin du 19e siècle, l'emportant très nettement sur Nagasaki. Ce point
est une relâche importante du Pacifique, où font escale tous les steamers employés au service de la poste et des voyageurs entre l'Amérique du Nord, la Chine, le Japon et les îles de la Malaisie. Yokohama est située dans la baie même de Yedo, à peu de distance de cette immense ville, seconde capitale de l'Empire japonais, autrefois résidence du Taikun, du temps que cet empereur civil existait, et rival du Meako, la grande cité qu'habite le Mikado, empereur ecclésiastique descendant des dieux. Et donc, vous avez un des héros du Tour du monde en 80 jours, qui, donc, faisant escale à Yokohama, va parcourir la ville, et il traverse la partie européenne de la ville, qui ne présente strictement aucun intérêt. Au fond, c'était comme la concession internationale à Shanghai. Alors, vous pouviez faire un tour d'Europe dans la concession internationale à Shanghai, mais vous ne voyez certainement pas la Chine. Et donc, il va dans la ville japonaise, dans la partie japonaise, et la portion indigène de Yokohama, appelée Banten, du nom d'une déesse de la mer, adorée sur les îles voisines. Là se voyaient d'admirables allées de sapins et de cèdres, des portes sacrées d'une architecture étrange, des ponts enfouis au milieu des bambous et des roseaux, des temples abrités, végétés sous le couvert immense et mélancolique de cèdres séculaires, des bonzeries au fond desquelles végétaient les prêtres du bouddhisme et les sectateurs de la religion de Confucius, des rues interminables où l'on put recueillir une moisson d'enfants au teint rose et aux joues rouges, petits bonshommes qu'on eût dit découpés dans quelques paravents indigènes, et qui se jouaient au milieu de caniches à jambes courtes et de chats jaunâtres, sans queue, très paresseux et très caressants. Dans les rues, ce n'était que fourmillement, va-et-vient incessant, bonzes passant processionnellement en frappant leurs tambourins monotones, yakunin, officiers de douane ou de police, à chapeau pointu, incrustés de lacs et portant 2 sabres à leur ceinture, soldats vêtus de cotonnades bleues à raies blanches et armés de fusils à percussion, hommes d'armes du Mikado, ensachés dans leurs pourpoints de soie, avec haubert et côte de maille, et nombre d'autres militaires de toutes conditions, car au Japon, la profession de soldat est autant estimée qu'elle est dédaignée en Chine. Puis des frères quêteurs, des pèlerins en longue robe, de simples civils, chevelure lisse et d'un noir d'ébène, tête grosse, buste long, jambes grêles, taille peu élevée, teint coloré depuis les sombres nuances du cuivre jusqu'au blanc mat, mais jamais jaune comme celui des Chinois, dont les Japonais diffèrent essentiellement. Enfin, entre les voitures, les palanquins, les chevaux, les porteurs, les brouettes à voile, les norimons à plaques de lac, les kangos moelleux, véritables litières en bambou, où on voyait circuler à petits pas de leurs petits pieds, chaussés de souliers de toile, de sandales de paille ou de socs en bois ouvragés, quelques femmes peu jolies, les yeux bridés, la poitrine déprimée, les dents noircies au bout du jour, mais portant avec élégance le vêtement national, le kirimon, sorte de robe de chambre croisée d'une écharpe de soie, dont la large ceinture s'épanouissait derrière en un nœud extravagant que les modernes parisiennes semblent avoir emprunté aux japonaises. Donc c'est la mode du pouf, des robes occidentales. Alors là, il y a évidemment la petite allusion aux dents noircies au goût du jour. C'était pas du tout au goût du jour. Quand une japonaise se mariait, elle se noircissait les dents. C'était l'indication de sa condition de femme mariée. Alors pour nous, c'est très étrange de voir un sourire avec des dents noires. Donc on mettait sur les dents un enduit, si vous voulez, qui avait une très jolie couleur de laque noir. Donc ça indique qu'elle est mariée. Voilà, donc quel est ici le principe? Vous le voyez très très bien. Qu'est-ce que c'est que Yokohama? C'est un immense grouillement humain, bariolé, bigarré, où vous pouvez distinguer comme ça quelques types, dont chacun d'entre eux constitue une sorte de marque de japonaiserie, de différence essentielle, d'un exotisme singulier. Donc vous n'êtes pas du tout ici dans, je dirais, la volonté de comprendre, dans le désir d'essayer d'évaluer ce qu'est cette culture étrange, parce qu'elle est étrangère, mais de faire une description qui soit pittoresque. Et c'est très souvent le cas à l'époque. Le Japon, c'est d'abord quelque chose de pittoresque, dont on ne cherche pas véritablement à comprendre le mode de fonctionnement social et intellectuel, mais par lequel on est séduit, parce que c'est fondamentalement autre.
Autre production tout à fait caractéristique de la mode japonaise dans la littérature, c'est le genre du conte à la mode japonaise dans la littérature française. Parce qu'évidemment, au fur et à mesure que la littérature japonaise est introduite en France, traduite, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a effectivement, parmi les genres littéraires japonais, il y a une forte présence de ce que on appellera par commodité des contes. Alors qui peuvent être des contes merveilleux, des contes de fées, des contes fantastiques, des contes d'horreur, etc. Hein, vraiment, dans la littérature japonaise, c'est très 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 important. Et donc vous avez un certain nombre d'auteurs qui vont en quelque sorte s'approprier ce genre particulier qui diffère un peu du conte à la mode occidentale pour en faire, au fond sur le mode du thème d'imitation, pour en faire des contes à la mode japonaise. Alors, on ne va pas les lire, je vous laisse le plaisir de les déguster, mais vous voyez que ça va être des auteurs dont je ne vous fais pas l'injure de vous reprocher que vous ne les connaissiez pas, parce qu'ils sont aujourd'hui totalement inconnus, et même ils n'étaient pas forcément très très connus à l'époque. Donc vous avez Victorien Horry, hein, qui est le pseudonyme de Eudoxie Dupuis, et qui, dans un recueil de contes qui s'intitule De fil en aiguille, écrit un conte qui s'intitule un voyage au Japon. Je vous laisse la surprise de le découvrir. Et puis un autre qui est Gaston Cerbère de Medelsheim. Là encore, il n'est pas numéro 1 ou une parade, hein, je vous le confesse, qui écrit un recueil, qui publie un recueil, contes japonais, dont l'un d'entre eux, c'est le joueur de flûte, dont je vous ai reproduit à peu près l'ensemble. Et le troisième, Claudius Ferrand, dans Fables et légendes du Japon, de 1920, présenté comme étant des traductions du japonais, ce qui est faux, intitulé Les fraises de décembre. Donc vous voyez, là, vous avez un petit coup de projecteur, vous voyez, sur une production littéraire, évidemment complètement désuète, tombée en désuétude aujourd'hui, pas facile à trouver. Et je me suis heurté d'ailleurs à quelques difficultés parce que quelques-uns de ces textes ne sont pas disponibles en mode texte ou en version numérique, hein, mais uniquement en mode PDF. Et donc là, c'est vraiment assez compliqué. On peut copier, reproduire, etc. Je me suis essayé à l'intelligence artificielle en lisant les textes pour que ce soit immédiatement transcrit. Alors c'est très très bien. Ça ne fait pas du tout de faute d'orthographe. Parenthèse, c'est à ça qu'on reconnaît les travaux des étudiants aujourd'hui. Lorsqu'ils ont été faits par l'intelligence artificielle, il n'y a pas de faute. Et donc là, ça ne trompe personne. Mais malheureusement, je me suis retrouvé un peu dans la situation de Joe Biden. Je ne sais pas si vous aviez vu cette chose hallucinante où Biden qui lisait un texte sur un téléprompteur et qui disait à la ligne, virgule, etc. Il n'était pas au top de sa forme. Et l'intelligence artificielle fait ça. Donc je disais virgule, évidemment, ça écrit virgule. À la ligne, ça écrit à la ligne. Donc il faut que je trouve le moyen d'une transcription qui ne reproduise pas ce que je dis oralement, c'est-à-dire la ponctuation et les sauts de paragraphe. Hein. Donc c'est pour ça que je vous ai... Après, j'aurais passé un temps fou, enlever virgule, enlever... Donc là, c'est une des difficultés lorsqu'on recherche des textes comme ça qui sont un peu oubliés, c'est que leur disponibilité en format commode pour être reproduit pour que je vous les distribue n'est pas toujours très très simple. J'ai rencontré le même problème avec le roman populaire, donc là, parce que là aussi, de la même manière que vous allez avoir une production importante de textes à la mode japonaise, de contes à la mode japonaise, le roman populaire, évidemment, comme toujours au XIXe siècle, le roman populaire s'approprie des sujets et des thèmes qui sont traités par la grande littérature. Hein, le roman populaire, c'est en quelque sorte une version plus commode, plus accessible, qui se vend moins cher que les grands auteurs. Ça n'en est pas pour autant une littérature de bas étage, hein, mais c'est une sorte, si vous voulez, de littérature
dont la diffusion est plus grande, parce que moins chère. Hein. Et donc, encore que dans la seconde moitié du XIXe siècle, la littérature romanesque ne coûte plus grand-chose. Hein. Les éditeurs ont lancé des collections romanesques qui sont tirées à des dizaines, voire des centaines de milliers d'exemplaires, qui donc sont vendus à un prix très bas, avec une couverture qui n'est plus en carton, mais qui est en papier un peu plus fort que le papier du livre lui-même. Et donc, vous avez toutes ces collections-là vont jouer, ça va jouer un très très grand rôle dans la diffusion de la littérature auprès de lecteurs qui n'ont pas les moyens d'acheter, qui n'avaient pas autrefois les moyens d'acheter des livres à un prix assez élevé. Hein. Mais vous avez, les romans populaires vont également être diffusés sous forme de petits fascicules, hein, un papier de mauvaise qualité. Enfin, quand on en trouve encore parfois chez les bouquinistes, vous l'ouvrez et ça vous reste dans les mains parce que le papier est vraiment de très très mauvaise qualité. Mais ça coûte quelques centimes. Hein, une petite livraison coûtait de 5 à 10 centimes, c'est-à-dire vraiment pas grand-chose. Bref, tout ça pour vous dire qu'il y a beaucoup de romans populaires qui vont s'approprier des thèmes japonais. Là, je me suis heurté aussi à la même difficulté qu'avec les textes de contes. Mais enfin, je voulais trouver Joséphine Proch de Viville. C'est pas une coquille, hein, c'est bien Proch. Hein, c'est pas Proch de Viville qui écrit Le Sosie en 1889. Et vous avez une description dont vous allez voir qu'elle reprend toute une série d'éléments, des descriptions que vous avez dans des textes de Judith Gauthier ou de Pierre Loti. Hein. Les rues elles-mêmes, les squares, les places publiques, alors on est toujours à Nagasaki. Hein, les édifices semblaient avoir fait toilette, les corniches des temples, des palais, des plus modestes habitations étaient ornées de franges de paille de riz, garnies çà et là de bouquets de fleurs ou de verdure, de longues bannières de papier décorées de dessins fantastiques représentant tous les dieux de l'Olympe japonais s'appuyaient aux maisons et le long des rues, une multitude de rubans de papier de toutes les couleurs flottaient en interminables guirlandes au gré du vent. Ce qu'on fait du papier au Japon est vraiment incroyable. On en confectionne des cloisons, des lanternes, des drapeaux, des rideaux, des chapeaux, des manteaux, des mouchoirs, des sacs, des paniers. On le voyait bien ce jour-là, où il s'étalait sous toutes les formes, à la plus grande satisfaction de messieurs les Japonais et de mesdames les Japonaises de Nagasaki. Donc là, c'est le Japon pour pas cher, hein, si vous voulez, dans ce type de roman. Et l'autre, alors lui, il est beaucoup plus connu, hein, Paul Divois, enfin il est connu sous son pseudonyme littéraire, sous son nom de plume, Paul Divois, hein, son vrai nom c'est Paul Deleutre, qui a écrit toute une série qui s'intitule Les Voyages excentriques, dans lequel le numéro 19 est consacré au Japon et s'intitule Le Messager du Mikado. Alors là, ce qui est très intéressant, c'est que vous allez avoir l'un des principaux textes qui vont vous présenter le nouveau Japon moderne dont l'armée est devenue une des principales armées du monde. Celle qui a battu les Russes à la bataille, voilà. La marine de guerre japonaise, comme vous le savez, a coulé la marine russe à la bataille de Tsushima en 1905, et l'infanterie japonaise a battu l'infanterie russe sur la côte de Mandchourie, notamment par la prise de Port-Arthur qu'on évoquait tout à l'heure dans le roman pornographique de Guillaume Apollinaire. Et donc, vous avez là la naissance du péril jaune, la notion du péril jaune, hein, de l'armée, d'une armée plus performante encore que les armées occidentales, qui représente une menace dont il faut tenir compte. Eh bien, c'est à la fois dans le roman qu'on va voir tout à l'heure, que j'avais déjà cité une fois précédente, dans le roman de Claude Farrère, La Bataille, et dans ce roman de Paul Divois, que vous avez ce traitement littéraire du Japon moderne, qui est devenu une puissance mondiale. Et donc, quelle est l'intrigue? Eh bien, c'est que vous allez avoir, effectivement, l'empereur japonais fait envoyer un message à des représentants japonais en Europe pour, en quelque sorte, donner
le plan général de la stratégie japonaise à venir. Et donc vous avez toute une conversation que je vous passe, qui est évidemment en grande partie comique avec les noms qui sont utilisés, comme monsieur Harakiri et des choses comme ça, mais regardez surtout à partir du milieu de la page 17. Donc, l'interlocuteur de l'officier japonais s'inclina et sans autre préambule. Cet interlocuteur, c'est l'émissaire de l'empereur du Japon. Vous savez aussi bien que moi, dit-il, que l'Allemagne, la France, la Russie, l'Angleterre, tous les grands États européens se sont entendus pour maintenir le statu quo en Extrême-Orient, ce qui signifie, en langage diplomatique clair, que ces puissances sont coalisées pour empêcher toute expansion nouvelle du Japon. La conclusion de cet accord a failli me faire mourir de rage. Or, le Japon veut être expansif. C'est son droit, par Bouddha. Il n'entend pas être astreint à conserver indéfiniment ses limites actuelles, alors que sa population va toujours croissant. Il lui faut sans cesse des frontières plus reculées pour n'être pas arrêté dans sa marche vers le progrès. Le Japon, entendez bien ceci, mon général, le Japon doit étendre sa suprématie sur le Pacifique et l'océan Indien. Il le doit, approuva Ukko en se dressant à demi seulement, à demi parce qu'il s'adresse à l'émissaire de l'empereur et il ne faut surtout pas qu'il soit aussi grand que lui. Donc vous voyez, c'est tout à fait remarquable. Hein. Encore une fois, vous êtes dans un roman qui date de 1912. Hein. Donc après les victoires japonaises, et juste après, ça n'est pas mentionné ici, c'est mentionné ailleurs dans le roman, après l'annexion de la Corée par le Japon en 1910. La Corée fait partie de l'Empire japonais de 1910 à 1945. Et donc regardez maintenant ce que vous avez en haut de la page 18, qui va bien montrer la fourberie japonaise. Mais à l'instant, sans effort, le sourire sur les lèvres, la ruse nous a toujours réussi. Sans coup férir, sans effusion de sang, la ruse nous conduira au but. Les vieilles nations s'agitent, crient, menacent, lorsqu'on étale bénévolement sous leurs yeux des projets ambitieux. Mais lorsqu'elles se trouvent en présence du fait accompli, elles s'inclinent toujours. Oh, en murmurant, mais notre empereur, notre Mikado, est indulgent. Il admet les murmures. Eh bien, mon cher général, le vénéré souverain de l'Empire du Soleil Levant a trouvé le moyen de ne révéler nos desseins qu'après les avoir accomplis. Le secrétaire Harakiri ponctua cette déclaration par un petit éclat de rire tout à fait ironique. Pensez à l'album de Tintin, Le Lotus Bleu, lorsque vous voyez le japonais qui a un petit sourire ironique qui dévoile de très grandes dents. Vous êtes là, c'est déjà là. Avec vous, je n'ai pas besoin de souligner l'importance de l'opération, reprit-il, mais vous devinez que sa lumière rosée, le Mikado, a désigné pour conduire l'action un homme choisi parmi les plus sûrs, les plus éprouvés, les plus fidèles de ses sujets, vous, général Ukko. Bien. Admirable ce texte. 1912, hein. J'insiste sur la date. Hein. Le péril jaune. Le grand roman qui va être la célébration de ce Japon militariste et conquérant, c'est le roman de Claude Farrère, La bataille, de 1905. Claude Farrère était officier de marine. Il a même un temps servi sous les ordres de Pierre Loti, hein, sur le même navire de guerre. Je ne sais plus si c'était sur le Redoutable ou pas. Et Claude Farrère, donc, publie en 1909 un récit romancé de cette bataille de Tsushima de 1905. Alors, l'intrigue, je vous l'ai résumée parce qu'elle vous donne pas mal de clés.
Et donc vous avez un personnage, Jean-François Fèvre, quinquagénaire élégant et peintre mondain réputé, qui voyage sur le yacht de Mrs. Betsy Hockley, une superbe et riche américaine dont il est épris mais qui le traite comme un domestique. Lors d'une escale à Nagasaki, il accepte de faire dans un bref délai le portrait de Mitsuko, la jeune épouse du marquis Yorisaka, jeune lieutenant de vaisseau de la marine impériale japonaise, qui souhaite embarquer ce portrait à bord de son navire, le Nikko. Vivant à l'européenne, formé aux techniques occidentales modernes et avide d'en apprendre les secrets, Yorisaka est d'ailleurs très ami avec Herbert Fergan, parce qu'il est anglais, un officier de liaison de la Royal Navy, secrètement amoureux de Mitsuko. Un autre officier de la marine japonaise, le vicomte Hirata, est beaucoup plus réticent face à l'influence occidentale. Tradition, modernité, fidélité au code d'honneur ancestral, nécessité du progrès, les personnages symbolisent un Japon en pleine mutation, à un tournant important de son destin. Nous sommes en 1905, la flotte russe se présente au large des côtes de l'archipel d'Ippon, prête à attaquer. Alors, je vous rappelle que la flotte russe, qui était partie des ports de la Baltique, a traversé la Baltique, la Manche, l'océan Atlantique, et elle n'est pas passée par le canal de Suez, donc elle est passée par le cap de Bonne-Espérance, et elle est remontée à travers l'océan Indien pour arriver jusqu'au Japon. Tout ça pour se faire couler. Et donc, la bataille est terminée, et vous avez donc le vicomte Hirata Takamori qui va donner l'ordre du cessez-le-feu, et au grand mât, donc vous voyez en gras, au grand mât du Mikasa, le signal de Togo. Alors Togo, c'est pas le pays africain, c'est le nom de l'amiral japonais qui commandait la flotte. Et ça a été le premier personnage non impérial à avoir l'honneur d'un timbre, vous savez que je suis un peu philatéliste, à avoir l'honneur d'un timbre au Japon. Timbre que je possède. Donc c'est le signal de l'amiral Togo, le vainqueur, qui flotte et resplendissait, pareil à l'arc-en-ciel radieux des fins d'orage. Au zénith, parmi les nuages encore livides, une déchirure bleue s'épanouissait en forme de déesse ailée planant. Un cri immense, volé de navire à navire, plus vite que ne volent les risées du nord-ouest, quand souffle la mousson d'automne. Le cri de triomphe du Japon vainqueur, le cri de triomphe de l'antique Asie, affranchi pour jamais du joug européen, Daikoku Banzai, vie éternelle à l'Empire. Hirata Takamori, debout, répéta 3 fois ce cri, puis déployant d'un coup sec l'éventail qui n'avait pas quitté sa manche, il promena du sud au nord et de l'ouest à l'est un regard d'inexprimable orgueil. L'heure, certes, était bonne, et grisait mieux que 10 000 coupes de saké. 33 années durant, depuis le jour que sa mère avait accouché de lui, Hirata Takamori, consciemment ou inconsciemment, n'avait vécu qu'en attendant cette heure. Et pour l'ivresse sublime qui maintenant le suffoquait et le noyait comme dans une mer d'alcool pur, 33 années n'étaient pas une attente trop longue. Teikoku Banzai. La clameur à peine apaisée reprenait et redoublait. À contrebord des cuirassés, un aviso, le Tatsuta défilait. Sur sa passerelle, un officier embouchait un porte-voix et répétait de proche en proche l'ordre du jour dont il était porteur. Les illustres vertus de l'empereur et l'invisible protection des ancêtres impériaux nous ont donné victoire pleine et entière. À tous qui avaient fait de votre mieux, félicitations. À cet instant même, le soleil, perçant tout à coup les nuages et la brume, apparut, tangentant l'horizon de l'ouest. C'est bien l'empire du soleil levant. Il apparut tout rouge, pareil à la boule monstrueuse teinte de feu et de sang que roule le dragon céleste à travers les plaines d'azur. Pareil au disque éblouissant qui règne au centre du pavillon de l'Empire, le drapeau japonais que vous connaissez, et il plongea dans la mer obliquement. Hirata Takamori le regardait, c'était comme le symbole de la patrie nippone qui flottait là, qui promenait son dernier rayon, sa dernière caresse lumineuse sur ce champ de bataille où tant de sang venait de couler pour que la patrie nippone fût plus grande. Et après, il va être félicité
directement par l'empereur. Hein, on lui donne liberté de manœuvre. Rendez-vous demain à Matsushima. L'amiral désire savoir le nom de l'officier qui a pris le commandement du Nikko après la destruction du blockhouse. C'est moi, le vicomte Hirata. Hirata Shishaku. Il omit son prénom et répéta son titre familial afin que tous les ancêtres eussent leur juste part de l'honneur qui était fait aux descendants. Les deux navires s'éloignaient déjà, emportés par leur air. « Vicomte Hirata » cria l'officier du Tatsuta. « Il m'est agréable de vous annoncer la satisfaction particulière de l'amiral et son intention de vous nommer avec éloge en son rapport au divin empereur. » Sans répliquer, le vicomte Hirata s'inclina jusqu'à terre. Quand il se releva, le Tatsuta n'était plus à portée. Un trompette traversait le pont, allant d'une échelle à l'autre. Hirata Takamori l'appela, donna l'ordre de sonner le branle-bas du soir. Et évidemment, je vous ai mis la dernière phrase. On alignera les morts sur la plage arrière, honorablement. Voilà la fin de cette scène, hein, qui vous donne à la fois le ton général du roman, et qui montre bien cette fascination que Claude Farrère éprouve en tant qu'officier de marine, hein, pour la marine japonaise et pour la victoire qu'elle vient de remporter. Et vous voyez très bien que vous avez ici un mixte entre la tradition japonaise et la modernité de la guerre. Hein. Et on voit véritablement ce qu'a pu représenter pour les Européens de l'époque le choc de la victoire japonaise de Tsushima, qui ont vu une bascule du monde en réalité, et qui voient avec inquiétude cet empire japonais qui rêve d'expansion. Inutile de vous rappeler comment l'empire japonais accomplira son expansion pendant la Deuxième Guerre mondiale. Hein. On est véritablement dans une continuité historique et qui est d'une certaine façon dans le droit fil de l'ère du Meiji. Hein. L'ouverture sur le monde qui entend se transformer en une domination sur le monde. Hein. Ce Japon-là a disparu en 1945. Il n'est plus que dans la mémoire historique du Japon, mais ça a représenté, si vous voulez, un moment, je dirais, de la conscience occidentale, hein, que ce nouveau Japon, qui n'est plus cette alliance de jade et d'or, de kimonos somptueux, de petites tasses de thé et de bibelots qu'on aligne sur des étagères, qui n'est plus la danse des femmes au son du shamisen ou du koto, non, qui est un autre Japon, semblable à nous, et peut-être meilleur que nous. En tout cas, c'est l'impression que l'Empire nippon fait dans ces années 1910. Je vous remercie. Il nous reste un petit peu de temps pour des questions, si vous en avez. Encore une fois, hein, je n'ai vu pratiquement, bon, à part deux ou trois... Ah, pardon, j'ai oublié l'annexe. Pardon, je voulais vous attirer votre attention sur le fait... Alors, je n'ai pas trouvé de description de samouraï dans la littérature romanesque. J'ai lu pas mal de textes, mais j'ai trouvé un poème de José Maria de Heredia, dans les trophées, intitulé tout simplement Le Samouraï, que je vous laisse déguster. Hein, et donc il y a l'épouse ou la concubine du samouraï qui le voit arriver par la plage éblouissante et plate, hein, toute évidemment admirative. C'est lui, sabres au flanc, l'éventail haut, il va, la cordelière rouge et le gland écarlate coupent la mur sombre, et sur l'épaule éclate le blason de Hizen ou de Tokugawa. Ce beau guerrier vêtu de lames et de plaques sous le bronze, la soie et les brillantes laques semblent un crustacé noir, gigantesque et vermeil. Il l'a vu. Il sourit dans la barbe du masque. Vous savez que les masques guerriers des samouraïs avaient très souvent une fausse moustache en crin, hein, comme ça,
et son pas plusatif fait reluire au soleil les deux antennes d'or qui tremblent à son cac. Si vous vous souvenez du film Les Sept Samouraïs, hein, vous avez les guerriers japonais qui ont des casques avec de grandes antennes ou de grandes cornes, etc. Absolument super, ou alors un croissant de lune, hein, qui est sur le devant du casque. Et alors l'autre texte assez curieux que je n'étais pas mécontent de trouver, c'est l'équivalent des lettres persanes. Ça aurait pu s'intituler les lettres japonaises. Hein, c'est les impressions d'un japonais en France. C'est totalement fictif. Hein, de 1864 par Richard Cortambert, qui n'est pas plus connu que ça, mais qui va porter sur l'Occident le regard d'un japonais qui est le pendant du regard occidental porté sur les femmes japonaises. Quant aux dames, je c'est le japonais qui parle, hein, je fus surpris du luxe qu'elle déployait, et je pensais que des femmes qui affichaient de telles parures dans les promenades devaient être d'une vertu peu redoutable chez elles. Je me trompais, assurément. Depuis, j'ai appris que les dames françaises ne se compromettent pas aux yeux du monde en suivant une voie qui, en Orient, les ferait inévitablement mettre à mort par leurs époux. Et que les maris d'Occident comprennent qu'il faut transiger sur bien des points. Autrement dit, la gestion de l'adultère occidental n'est pas la même que la gestion de l'adultère oriental. Et regardez, vous avez à la fin, alors par Confucius, comment en France la vertu se distingue-t-elle? Comment est-ce qu'on distingue, pour reprendre un mot de Balzac, les femmes comme il faut et les femmes comme il en faut? C'est de Balzac, hein, c'est pas de moi. Moins difficilement que vous ne pensez, répondit Francoeur. Et le vrai Parisien ne s'y trompe pas. La femme vertueuse marche à pas égaux et sans détourner la tête. Elle ne se fait jamais suivre d'épagnols et porte les modes que les femmes perdues ont inventées, mais délaissées depuis 6 mois. Ce sont là des subtilités peut-être, mais il n'est plus d'autre distinction. Voilà, donc c'est un texte assez drôle que je vous ai choisi pour dégustation. Alors, donc je reviens à ma demande de questions éventuelles. Oui? J'ai eu l'occasion de voir un film avec Tom Cruise qui se passe en 1876, où c'est un officier de l'armée américaine qui est envoyé pour soutenir l'armée impériale, qui veut juguler une révolte du samouraï. C'est ça. Voilà. Et il se fait samouraï lui-même. Voilà, et donc il devient samouraï. C'est ça. C'est une réalité, c'est une histoire. Alors, il y a eu effectivement, un occidental, était-il américain, je ne me souviens plus, qui a été en quelque sorte adopté par les Japonais et qui a suivi l'entraînement des samouraïs. Hein, alors ça a été magnifié dans une série que vous avez peut-être vue, qui est remarquable, qui s'intitule Shogun, et où vous avez l'histoire de ce marin. Alors là, il est anglais dans la série, qui tout simplement a été fait prisonnier et qui s'adapte à la civilisation japonaise et qui va devenir le conseiller militaire d'un daimyo qui est en lutte avec un autre daimyo. Ouais, effectivement. Ça, c'était un événement, mais... Oui, non, mais c'est tout à fait, oui, c'est tout à fait général, bien entendu. Parce que vous ne pouviez, si vous n'étiez pas japonais, il était absolument impossible que vous puissiez être accepté dans la caste des samouraïs. Hein, ça, c'est totalement... Et cette révolte de samouraïs était... Ah ben non, là, il y a eu, parce que si vous voulez, la dernière grande bataille de samouraï, c'est la bataille de Tetsuhara, qui a vu la victoire du clan des Tokugawa. Donc ils prennent le pouvoir, et le shogunat va en quelque sorte... C'est un peu comme la cour de Louis XIV, si vous voulez, qui a son emprise sur la noblesse, laquelle ne peut plus se révolter, ne peut plus faire la guerre, ni quoi que ce soit. Hein, le shogunat va en quelque sorte interdire aux samouraïs de prendre les armes pour des révoltes, des guerres, etc. Ce qui va d'ailleurs provoquer une sorte de crise dans la caste samouraï,
et qui va conduire à l'existence de ce qu'on appelle les ronin, c'est-à-dire des samouraïs qui deviennent rebelles en quelque sorte, et qui sont proches d'une certaine forme de banditisme. Alors, vous avez un film admirable qui s'appelle Les 47 ronin. Alors, je ne sais plus s'il est de Kurosawa ou de... quel est l'autre grand réalisateur japonais? Bon, le nom m'échappe. C'est un film admirable, hein, Les 47 ronin. Et donc, si vous voulez, les toutes tentatives de révolte d'un clan, d'un daimyo, ou même d'une caste de samouraïs rebelles est réprimée d'une manière absolument sanglante. Il n'y a plus de bataille rangée de samouraïs depuis celle que je vous ai citée. Il y a un livre remarquable qui a été fait par un historien français sur cette bataille de samouraïs qui a été à la fois l'apothéose et l'apocalypse des guerriers samouraïs. Autre question? Oui. Deux questions. La première, c'est celle des sources, parce que par rapport à Judith Gauthier, je crois que la dernière fois, vous disiez que la plupart des écrivains n'étaient pas du tout allés en Orient, mais que c'était des récits de voyage. Alors, évidemment, ils vont chercher dans les récits de voyage, mais commencent à arriver des textes littéraires ou autres écrits en japonais que l'on va commencer à traduire parce qu'il va y avoir un certain nombre de linguistes qui apprennent le japonais. Et donc il va y avoir un certain nombre de traductions de textes littéraires japonais. Mais les sources principales, ce sont les récits de voyageurs. Alors, je crois qu'elle n'y est pas allée, effectivement, à vérifier. Ça fait un certain temps que j'ai cherché les textes, à vérifier dans sa biographie. Mais, alors évidemment, la difficulté que vous rencontrez, ceux qui traduisent les textes japonais, lorsqu'il s'agit du japonais archaïque, c'est un japonais extrêmement différent, même du japonais de la seconde moitié du XIXe siècle. Bon, par exemple, le texte le plus célèbre, le Genji Monogatari, qui veut dire le récit de Genji, qui est un texte du XVIe siècle, qui constitue en quelque sorte le grand texte littéraire traditionnel de la littérature japonaise, est écrit dans du japonais classique. Ça a été écrit par une femme, qui est absolument remarquable. Mais la littérature classique japonaise, qui est enseignée dans les universités japonaises, pose énormément de problèmes aux Japonais contemporains, étant donné l'évolution de la langue. Un peu comme nous, si vous voulez, étudier des textes d'anciens français aujourd'hui. Il y a un saut linguistique tout à fait considérable. Mais il y a de grands japonistes au XIXe siècle, autant en Allemagne, en Angleterre et en France, qui étudient de manière vraiment très... Les premiers grands dictionnaires japonais langue occidentale, c'est dès la première moitié du XIXe siècle. Autre question? Non? Kon Ishikawa, le réalisateur de 47 Ronin. Voilà, c'est ça, merci. Et je vous recommande, les 47 Ronin, c'est absolument sublime. Vous avez une image extraordinaire avec... Je ne sais plus si c'est l'image je crois que c'est l'image qui commence, où vous voyez des monticules qui sont les tombes des Ronin, avec le sabre du Ronin qui est planté au sommet, et vous avez le récit. Voilà l'histoire de ceux qui reposent ici. C'est sublime. Alors, donc, si vous n'avez pas d'autres questions, je vous donne rendez-vous, en tout cas pour mes cycles de conférences littéraires, le 20 septembre, et je commence un cycle exclusivement consacré à Victor Hugo, qui s'intitule « Victor Hugo en toutes lettres ». Comme ça vous laisse le temps de lire les œuvres complètes de Victor Hugo. Ça n'est pas difficile, c'est un peu long, mais ça vous donnera, disons, le point de départ pour ce que je vous raconterai sur ce grand personnage. Et d'ici là,
Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Merci beaucoup.